Ok, chers collègues, mesdames, messieurs, je m'appelle Gianni D'Amato, je suis le directeur du NCCR On the Move et pour moi, c'est un grand honneur d'ouvrir cette demi-journée avec vous dans cette salle, la salle Michel Egloff. Egloff était un archéologue très prominent ici à Neuchâtel qui est, avec son intelligence, il était capable de créer l'Athénium. Et cette salle a été dédiée à lui parce qu'il a disparu récemment. Et c'est une personne qui s'est toujours intéressée aussi dans la préhistoire de comment les gens ont bougé. Et donc l'archéologie nous a été capable de montrer que déjà là, dans la préhistoire, il y avait des gens qui bougeaient, donc il y avait déjà peut-être pas des migrations dans la définition moderne, mais au moins il y avait des mouvements de personnes déjà en ce moment. Donc, pour revenir à notre demi-journée, nous avons organisé conjointement avec NCCR Live, c'est un grand honneur de l'avoir fait avec Dario Spini et son équipe, avec laquelle on a une longue tradition de coopération comme NCCR. Et ici, l'idée, c'est de montrer les résultats que tous les deux NCCR ont été capables de rassembler par rapport au parcours de vie, vieillir à travers les frontières, l'état social et les conditions de vie des populations migrantes qui passent entre les différents systèmes du welfare. Nous avons deux panels. Un est consacré à l'âge autour des frontières, Alten über die Grenzen hinweg. Dort geht es uns eigentlich darum, die Absichten der Personen zu verstehen, die Netzwerke und auch die Mobilitäten. Und im zweiten Panel schauen wir auf die Lebensverläufe, auf Fragen der Sozialhilfe und auf den Aufenthaltsstatus. Es entscheiden sich ja immer mehr Menschen dafür, ihren Ruhestand nicht in der Schweiz zu verbringen, sondern außerhalb des Landes, aus verschiedenen Gründen, um das Familienleben damit zu vereinbaren, wegen der finanziellen Sicherheit, wegen dem Wohlstand, der dort eher möglich ist als hier und auch aus Gründen der persönlichen Gesundheit. Das Schweizer Sozialversicherungssystem ist indessen nicht immer optimal darauf angepasst. Und diese Situation ist eigentlich Unterthema unserer heutigen Veranstaltung. Die Grenzen spielen eine wichtige Rolle. Die Grenzen und die Mitnahme und letztlich auch der Anspruch auf soziale Rechte. Das ist kein neues Thema, die Mitnahme von Rechten. Wie Sie sehen aus diesem kleinen politischen Poster aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, ist der Diskurs, wer eigentlich Anspruch auf Sozialleistungen verdient, ein ewiges Thema, das letztlich mit der Migration, mit der Frage der Migration verbunden ist und stark verschränkt ist. Es geht um die Ungleichbehandlung von Schweizern und gegenüber Ausländern, also den Verdacht, dass es eine solche Ungleichbehandlung geben könnte. Und es geht darum, eigentlich eine moralische Ökonomie aufzubauen. Diese Fragen treten immer auf seit der Industrialisierung in der Schweiz, seit dem 19. Jahrhundert und insbesondere mit der Etablierung des Wohlfahrtsstaates, insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg in der Schweiz. Die Frage ist, ob jetzt in diesem Sinn der Ruhestand im Ausland eine Notwendigkeit ist oder eher ein Luxus. Während der Pandemie haben wir ja gesehen, dass etliche Personen Schlange standen, um zurückzukommen. Es waren natürlich Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die auch für die öffentliche Gesundheit tätig waren, aber nicht nur, wie Sie wissen, leben auf der anderen Seite der verschiedenen Grenzen auch viele Schweizerinnen und Schweizer im Ruhestand, für die ein Leben außerhalb der Schweiz eigentlich ökonomischer ist als innerhalb der Schweiz. Aber wir sahen während der Pandemie auch solche Bilder.
Jetzt habe ich ein Problem, dass die Bilder nicht kommen. Natürlich andere Schlangen. Schlangen, die insbesondere hier in Genf, die eben auch darauf hinwiesen, dass es Armut gibt in der Schweiz und dass etliche natürlich auf Hilfe, auf Solidarität aus der Gemeinschaft, aus der Gesellschaft angewiesen waren. Eben, eine AHV im Ausland, Notwendigkeit oder Luxus. Wir wissen, dass in der Schweiz mehr als 20% der über 60-Jährigen unter der Armutsgrenze leben. Das Leben in einem Land, in dem die Lebenshaltungskosten niedriger sind als in der Schweiz, scheint deshalb eine wichtige Option zu sein. Zumal es überall auf der Welt Altersheime oder Zentren gibt, die Schweizerinnen und Schweizer aufnehmen. Dies ist mitunter der Fall in Marokko. Thailand ist sehr bekannt hierfür, Spanien, aber auch Ungarn. Ein umfassender Blick zeigt allerdings auch die Komplexität des Themas und die Lebenshaltungskosten sind nicht der einzige Faktor, der die Menschen außerhalb der Schweiz wegtreibt. Unabhängig davon, ob es sich um Migrantinnen und Migranten oder gebürtige Schweizerinnen oder Schweizer handelt, hängt die Pensionierung im Herkunftsland oder im Ausland von vielen Faktoren ab. Aufenthaltsstatus, Drei-Säulen-System und soziale Sicherheit, soziale Netze und Verbindungen, Zugang zu Gesundheit und Pflege und anderes mehr. Wir haben hier im Saal Oana Chubano, die an einem Buch gearbeitet hat, aus dem sie sicherlich groß zitieren kann, Aging and Migration in a Global Context, im Springer Verlag erschienen. Es ist ein bisschen schwierig, wenn das Ding nicht das tut, was man will. Ja, und das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte hat kürzlich eben diese Studie herausgebracht, in der die sozialen Ungleichheiten durch die Corona-Pandemie ebenfalls thematisiert worden sind. Der Aufenthaltsstatus und insbesondere das Ausländer- und Integrationsgesetz spielen in der neuen Interpretation seit 2019 möglicherweise eine wichtige Rolle. Wir werden heute auch davon hören. Der Bezug von Sozialhilfe kann mitunter eben auch zum Entzug oder zur Herabstufung der Aufenthaltsgenehmigung führen. Er strukturiert, also dieser Status strukturiert also Lebenswege und ist angesichts der jüngsten Entwicklungen durch die Pandemie eine Quelle ausgeprägter sozialer Verunsicherung, wenn nicht Ungleichheit geworden. Und hiermit verweise ich natürlich auf diese Studie hier, die sich dieses Themas annimmt. Diese halbtägige Veranstaltung wird diese Fragen mit Beiträgen aus der Forschung und aus den Berufsfeldern, die direkt mit ihnen zu tun haben, belichten und analysieren. Mitunter werden wir auch mit Personen, die direkt damit beschäftigt sind, eine Diskussion haben. Ich verweise hier auf Frau Rustichelli von der Auslandschweizer Organisation und auf Frau Hocholi von der Caritas. Der Dank geht natürlich auch an Herrn Käser für die Gastfreundschaft, hier in diesem Raum sein zu dürfen, an Ines Matthäus für die Übernahme der Moderation, die ich demnächst gleich übergeben werde, an Dario Spini, den ich schon erwähnt habe, und seine Kolleginnen vom Leitungsteam von NCCR Lives für die hervorragende Zusammenarbeit. Last but not least, Pascal Mäder, Katja Imper, das habe ich jetzt selber geschrieben, und Luperto, Katja Luperto, mi scusa, dove sta? Von NCCR Lives und Annick Lombard von unserem NCCR on the Move und alle, die geholfen haben, geht unser aller Dank. Vielen Dank und Ines Matthäus, du hast die Bühne.
Dank, Gianni. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Nachmittag. Wir haben einen dichten Nachmittag vor uns. Je suis contente d'être là pour guider un petit peu au long de cette demi-journée avec beaucoup d'informations qu'on va avoir. Et je vous menace un petit peu avec ces deux cartes parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Alors, je suis contente si vraiment vous prenez ces 10 minutes pour parler, pour qu'on ait vraiment au bout des 3 petites conférences de 10 minutes le temps de discuter ensemble. Alors, on m'entend? Oui, ça va? Très bien. Alors, je commence par le premier Panel über die Grenzen Altern, Zukunftspläne, Netzwerke, Mobilität. Also Gianni hat es vorhin gesagt, es geht um Absichten auch von Personen, um diese Netzwerke, die entstehen über die Grenzen hinweg. Und zuerst haben wir mit einem Referat über Émigration et Assurance Sociale, l'exemple de l'assurance vieillesse, 2 Damen hier, Ilka Steiner und Stefanie Koch. Ich bitte euch nach vorne zu kommen, damit ihr dann gleich loslegen könnt. Ilka Steiner ist promovierte Demografin und Lehrbeauftragte an der Universität Neuchâtel und außerdem auch Projektleiterin seit 3 Jahren im Bereich Forschung und Evaluation des BSV, des Bundesamts für Sozialversicherungen. Und sie arbeitet über die Bedeutung der Sozialversicherungen für das Thema der Migration, die wirtschaftliche Situation verschiedener Bevölkerungsgruppen und vor allem dieses sogenannten Rentenübergangs. Sie haben eine Kollegin mitgebracht, das ist Stefanie Koch, die wir hier sehen. Sie ist Juristin, Sie sind Juristin im Geschäftsfeld internationale Angelegenheiten, Bereich Abkommen des BSV auch und werden nachher auch mit dabei sein in der Diskussion, um quasi diese Sicht auch noch mit einzubringen. Vielen Dank, Ilka. Ok. Alors, c'est bon, je peux me lever. Alors, on m'a dit de préparer la présentation en français, donc ce sera en français. Merci pour cette introduction, merci pour l'invitation à cette demi-journée. Donc, juste pour vous prévenir, il s'agit vraiment d'un petit survol sur la thématique à l'exemple du premier pilier. On n'a pas le temps de vraiment rentrer dans des détails, mais on va pouvoir parcourir tout d'abord les dispositions légales de la thématique. Ensuite, je vais vous montrer ou citer quelques statistiques et on va conclure avec quelques réflexions qu'on pourrait peut-être aussi rediscuter lors de la discussion. Alors, tout d'abord, le droit aux prestations après le départ dépendent des cotisations. Donc, les cotisations, il faut travailler lorsqu'on arrive en Suisse et il faut au moins cotiser pendant une année. Si on cotise pendant moins d'une année, on perd le droit à ces cotisations ou d'obtenir ces cotisations par la suite. Donc, cotisations qu'on a contribué soi-même et que l'employeur a contribué aussi. Donc, vous avez votre fiche de salaire, vous avez cette ligne, vous savez combien est retiré à chaque mois de votre salaire. Lorsqu'on parle de prestations, donc, on parle soit d'une rente mensuelle à vie qu'on peut obtenir ou alors le remboursement des cotisations et on va voir tout à l'heure dans quel cas s'applique quel type de prestation. La rente, elle dépend de 2 facteurs. D'une part, de la période d'assurance, c'est-à-dire le nombre d'années qu'on a cotisé au système. D'autre part, le niveau de revenu. Alors, la rente maximale, vous voyez ici en 2021, elle était de 2 390 francs pour une personne seule. On l'obtient lorsqu'on a contribué en tant qu'homme pendant 44 ans au système, pendant une femme pendant 43 ans. Et avec chaque année en moins, on perd un 44e de sa rente. Le niveau du revenu, donc c'est à partir de 86 000 francs de revenus déterminants qu'on reçoit le maximum. Et si c'est en dessous de cette somme, on reçoit moins de rente. Donc c'est très difficile à vraiment arriver
aux 2390 francs par mois, notamment dans un contexte migratoire. On n'arrive pas forcément déjà en début de carrière ou en tant qu'enfant ou dans la jeunesse dans le pays d'accueil ici en Suisse. Dernier point sur ce slide, la Suisse, c'est un système d'octroi sur demande, c'est-à-dire on reçoit ces prestations seulement si on fait le pas et on demande de les obtenir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Voilà. Et je vais revenir sur ce point à la fin de la présentation, encore une fois. Ensuite, le droit aux prestations suit le principe de nationalité, c'est-à-dire que c'est la nationalité qui détermine si on a droit ou non à ces prestations. Vous voyez que les ressortissants suisses, les ressortissants de l'Union européenne, ALE, et des États contractants sont soumis au principe d'égalité de traitement, et ce sont ces groupes qui ont droit à exporter leur rente à l'étranger lorsqu'ils émigrent. Ensuite, donc c'est les pays qui sont en bleu, donc juste la Suisse qui est en gris là-dessus, mais les pays en bleu qui ont une convention de sécurité sociale, d'assurance sociale avec la Suisse. Les autres pays qui sont donc en gris n'ont pas de contrat ou de convention, c'est-à-dire qu'ils ont seulement droit à recevoir leur remboursement ou un remboursement de leur cotisation au moment où ils émigrent. Dernier point qu'on aimerait relever, c'est qu'il y a certaines prestations qu'on ne peut pas exporter, qui ne sont pas exportables, comme les prestations complémentaires. Donc, lorsque vous vivez en Suisse avec une petite rente ou d'autres revenus qui ne suffisent pas pour couvrir vos besoins vitaux, vous allez recevoir ou vous avez droit à obtenir des prestations complémentaires. Et cette prestation, justement, une fois émigrée, vous ne pouvez pas l'amener avec vous ou vous n'avez pas le droit de la demander. Donc, c'est une différence entre passer sa vie après la retraite en Suisse ou la passer à l'étranger. OK. Alors, je suis démographe, donc je dois vous montrer un graphique avec des âges. Ici, vous avez donc les migrations au cours de la vie, de 0 à 100 ans. En trait-pied, vous avez les étrangers. En ligne contiguë, ce sont les Suisses. En bleu, les hommes, et en gris, les femmes. Et vous voyez donc, c'est l'émigration 2020 en Suisse. Et vous voyez qu'on a un premier pic. Donc, c'est trop. Donc, là, vous voyez la souris. Voilà, on a ce pic ici, donc entre 20 jusqu'à 30, 35 ans du nombre d'émigrants. Il y a plus d'hommes que de femmes qui partent de la Suisse. Après, ça rediminue, d'une part en raison de l'insertion professionnelle, mais aussi parce qu'il y a la phase de fondation familiale qui se fait. Et ensuite, on a pour tous les cas de groupe un pic autour de l'âge ordinaire de la retraite, c'est-à-dire 64 ans pour les femmes et 65 pour les hommes. On a un autre pic très marqué ici pour les hommes de nationalité étrangère qui est dû à la possibilité de prendre sa retraite dans le domaine de la construction à 60 ans. Et donc, ces hommes quittent donc, la Suisse à ce moment-là, en emportant avec eux justement, s'ils sont issus de l'UE ou de l'AELE ou d'un État contractant, ils exportent leur rente. Ces deux pics, on pourrait dire ici et là, reflètent par contre des réalités très très différentes. Donc, on a à 60-65 ans, c'est des groupes d'étrangers qui sont souvent restés pendant très longtemps en Suisse, qui ont donc une durée de cotisation qui est plutôt longue, quelquefois ou souvent, surtout quand on regarde ici les hommes de 60 ans qui partent, à des revenus plutôt basses. Par contre, entre 20 et 25, donc on a les étudiants, mais par la suite, on a surtout des
des migrants avec une durée de résidence plutôt courte. Par contre, on a différents types de groupes par rapport aux revenus. Donc, d'une part, ce sont les migrants hautement qualifiés de l'Union européenne qui viennent pour quelques années, 1, 2, 3 ans et repartent ensuite. Et d'autre part, on a les personnes qui travaillent plutôt dans la restauration, l'hôtellerie, etc., pour quelques mois, quelques années, dans des secteurs de revenus plutôt bas. OK, donc où est-ce qu'ils vivent ces bénéficiaires? Donc, vous vous souvenez, c'est le principe de nationalité qui s'applique. Et donc, souvent, une émigration, c'est toujours un retour dans le pays d'origine, donc dans le pays duquel on détient la nationalité. Donc, cette carte, elle reflète beaucoup ce qu'on avait vu ici, les différentes conventions qui sont en place. Donc, c'est en fait en Italie où on trouve le plus de bénéficiaires de la rente, suivi par l'Allemagne, la France et l'Espagne. Donc, c'est vraiment l'Europe, les pays voisins. Ça reflète beaucoup cette immigration traditionnelle qu'on connaît en Suisse, qui s'est accentuée encore avec les accords bilatéraux depuis 2002. On a aussi d'autres pays, et Gianni l'a déjà mentionné dans son introduction, qui ne suivent pas cette autre carte, mais on a justement la Thaïlande ou l'Afrique du Sud, où on trouve beaucoup de bénéficiaires. Et là, ce sont des Suisses qui ont émigré à la recherche, très probablement, d'un meilleur style de vie, de pouvoir profiter des coûts de vie plus bas ou d'un pouvoir d'achat plus élevé. D'autant plus que, je pense que vous avez déjà vu ça à la télé, ces émissions où on voit comment il y a des EMS et des résidences pour personnes âgées qui se mettent en place, donc des offres pour attirer ces retraités pour passer leur vie dans ces pays moins chers et plus chauds. Voilà, je ne vais pas vous montrer le graphique à gauche pour éviter la carte rouge. Je vais juste, mais sans rentrer en détail parce que c'est trop compliqué, ça prend trop de temps pour expliquer. Donc, pour résumer, le nombre de rentes entre 2001 et 2020 a augmenté en Suisse. Le nombre de rentes ont augmenté à cause du vieillissement démographique. Il y a de plus en plus de personnes, de baby boomers notamment, qui arrivent à l'âge de la retraite. Donc, il y a de plus en plus de retraites qui sont versées et de plus en plus de migrants aussi qui arrivent à l'âge de la retraite. Mais il y a aussi cet autre effet qui est les flux migratoires qui se sont intensifiés depuis 2001-2002. Et donc, du coup, il y a de plus en plus d'émigrants et de personnes qui vivent à l'étranger qui peuvent percevoir une rente. Le montant moyen pour les étrangers qui vivent à l'étranger de la rente est de 500 francs par mois. Okay, donc, c'est considérablement plus bas que, par exemple, pour des Suisses qui habitent en Suisse. Vous vous souvenez, le maximum était de 2390 francs par mois. Donc, on est vraiment à un niveau plus bas. Maintenant, il ne faut pas oublier que ces personnes, avec 500 francs par mois, ils peuvent toujours aussi percevoir une rente d'un autre pays. Donc, ce n'est pas la seule source de revenus qu'ils ont à disposition. Donc, ils ont travaillé encore dans un autre État. Pour les remboursements, je n'ai pas de slide, mais juste pour vous donner une idée, en 2018, on a versé 2009 remboursements. Donc, c'est un phénomène relativement petit. Il faut savoir que sur la carte, les pays en bleu qu'on voyait, ça couvre 83% de la population résidente étrangère permanente en Suisse. Donc, on couvre la plus grande partie de la population étrangère en Suisse. Donc, le montant moyen de remboursement était de 20 000 francs.
Mais on a des pays comme par exemple le Sri Lanka où cette somme est de 60 000 francs. Donc, les Sri Lankais en moyenne ont ramené 60 000 francs. Ils n'avaient pas droit à une rente, mais quand même, ça fait une jolie somme au moment de l'émigration de ces personnes. Et ça m'amène aux conclusions. Donc, l'émigration, ça peut être une échappatoire, une nécessité déjà pour vivre une meilleure vie à l'étranger, mais ça peut aussi être une chance pour profiter justement des différences dans les coûts de vie avec une rente suisse à l'étranger. Ensuite, on a cette distinction entre les États contractants et les États non contractants. Dans le cas des États contractants, donc, qui garantissent l'égalité de traitement, mais le droit à une rente et le montant de cette rente dépendent des cotisations et donc du coup de la trajectoire professionnelle en Suisse. La trajectoire, les cotisations, donc, elles dépendent de la longueur de cette trajectoire, elles dépendent aussi de quel secteur on travaille, quel revenu on ramène. Est-ce que c'est un travail déclaré déjà à la base? Est-ce que maintenant, actuellement, on a le problème de travail sur les plateformes? Donc, ça crée de nouvelles vulnérabilités. Et c'est notamment les populations migrantes qui sont plus exposées à ce type de vulnérabilité que les populations suisses. En plus, on a les personnes qui sont les plus vulnérables probablement dans ce contexte, qui détiennent la nationalité d'un État non contractant et donc qui n'ont pas droit à une rente, mais seulement, entre guillemets, seulement au remboursement de leurs cotisations. Donc, pour finir, le système suisse, c'est un système d'octroi sur demande. Les obstacles administratifs sont plutôt faibles en comparaison avec d'autres pays, mais quand même, il faut savoir lire, écrire, il faut savoir se renseigner, il faut connaître ses droits, il faut oser appeler les autorités pour obtenir les informations. Et là encore, ce sont des facteurs qui créent une plus grande vulnérabilité dans ces groupes migrants par rapport aux Suisses. Et je vais terminer avec ça. Donc, je ne sais pas les questions. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de seulement poser des questions de compréhension si vous en avez, parce qu'on va discuter après quand on ait entendu les collègues aussi d'ILCA. Mais s'il y a une question de compréhension, c'est maintenant que vous pouvez la poser. Le remboursement, c'est la part employée et patronale? Oui. J'avais une question, mais ce n'est pas une question piège, mais la documentation, c'est un système d'octroi, est-ce que un peu plus haut, parce qu'on vous oui. entend pas. Est-ce que tu sais si cette documentation est disponible dans beaucoup de langues ou pas? Parce que dans les langues nationales, comment faire pour obtenir sa remboursement? Alors, ce sont des fiches qui sont disponibles en, je ne sais pas combien de langues, mais oui, ce n'est pas que les langues nationales. Oui. Merci. Je ne sais pas, toi, tu sais. Ça dépend toujours un peu des documents desquels il s'agit. Mais par exemple, quand il y avait la convention avec le Kosovo et l'Antarctique, on était vraiment intéressés à publier aussi des documents, par exemple, en albanais. D'accord. Merci beaucoup. J'ai une question de clarification. Ça vaut pour les migrants, mais aussi pour les Suisses. C'est une question de disons, de pays avec lesquels la Suisse avait contracté ou pas. Alors, la Suisse, c'est le principe de nationalité. Donc, un Suisse n'a pas un contrat avec la Suisse. Non, mais c'est le Suisse qui se trouve à l'étranger. Disons, cette carte pour la même valeur comme pour le contrat. Mais en fait, le principe, c'est si en tant que Suisse, tu émigres n'importe quel pays, c'est ta nationalité qui te donne droit à la rente. Si tu es allemand qui a travaillé en Suisse, tu émigres n'importe où et tu as droit à une retraite, n'importe le pays de résidence, en fait. Mais pour un étranger, pour un migrant qui a travaillé en Suisse, c'est la même chose que pour un Suisse qui sort, non? C'est justement pas. Oui, je ne sais pas si j'arrive à remettre. C'était ça la question, non? Donc, les 3 premiers groupes, Suisse, Union européenne et les États contractants. Donc là, tu as, je
pas, les États-Unis, Canada, etc., ils sont tous soumis sous le même régime et ils ont droit à la rente. Tous les autres, ils n'ont que droit au remboursement des cotisations. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup pour cette clarification. On a parlé des retraités qui sont bons, passer leur retraite ailleurs. Maintenant, on va entrer un peu plus dans cette transnationalité. On va faire ça avec Michaela Nedelcu de l'Université de Neuchâtel aussi. Vous êtes sociologue et spécialiste en sociologie des migrations. Et vous travaillez sur la migration des personnes âgées aussi et la grande parentalité. Alors, vous voyez un petit peu aussi comment vivent les gens et aussi l'impact des technologies nouvelles, des nouvelles technologies de communication. Et vous faites ça avec Eric Creta, mais qui n'est pas là, je crois. Ah non, il est là. Alors, c'est vous. Eric Creta, vous êtes docteur en administration publique, aussi de l'Université de Lausanne, et vous avez travaillé sur la pauvreté laborieuse et avez été aussi membre du Work Welfare de ce groupe qui a travaillé sur Work and Welfare. Et vous avez des origines, vous travaillez les deux sur ce thème-là maintenant. Et on va parler de rester ou partir, intention, mobilité et pratique transnationale à la retraite. Merci beaucoup, tout à fait. Et nous travaillons effectivement sur ce projet qui s'intitule Vieillissement transnational, mobilité de retraite, style de vie transnationaux et configuration de care avec une équipe de recherche assez large. Donc, les noms de mes collègues sont aussi là, Laura Ravasini qui est avec nous, Eva Fernandez, Livia Thomas, Malika Viss et Liliana Azevedo. Alors, notre projet de recherche est parti de plusieurs constats. Une forte médiatisation, comme ça a été dit, du sujet des migrations de retraite ces dernières années, mais aussi le manque d'études permettant de saisir l'ampleur de ce phénomène en Suisse et également le fait que les études existantes se focalisent surtout sur une population des migrants âgés, abordant le vieillissement transnational comme un exceptionnalisme migrant. Avec notre étude, on a voulu apporter un éclairage théorique et empirique sur ce phénomène plus largement, et 3 questions de recherche ont guidé notre travail. Tout d'abord, et plus généralement, dans quelle mesure le vieillissement transnational concerne des personnes qui n'ont pas d'origine migratoire, qui ne sont pas issues de l'immigration et même qui ne changent pas forcément de pays de résidence à la retraite. Ensuite, et plus spécifiquement, quelle forme de mobilité et de pratique transnationale peut-on constater lors du passage à la retraite et quels sont les facteurs qui déterminent ces mobilités et aussi quelles différences et éventuellement quelles similitudes on peut observer entre personnes issues de l'immigration et personnes sans origine migratoire. Alors, d'un point de vue théorique, je vais aller vite sur cette partie-là. On a introduit une approche en termes de mobilité de retraite qui combine une perspective des études transnationales considérant le vieillissement comme plein d'autres phénomènes sociaux comme un phénomène transnational, en s'appuyant sur le paradigme de mobilité, en prenant la mobilité comme une clé de lecture de ce phénomène, de telle manière à démigrantiser l'étude du vieillissement transnational. Cela a eu des implications méthodologiques. Notre population d'études, on s'est intéressé à la fois à des retraités mobiles et non mobiles, avec ou sans une origine migratoire, résidant en Suisse et à l'étranger. Concrètement, nous avons mis sur pied une recherche de design mixte avec 2 études, 2 enquêtes quantitatives et une enquête qualitative. Les enquêtes quantitatives qu'on a menées, une a porté sur les résidents en Suisse de toutes les nationalités âgés de 55 ans et plus, qu'on a menée en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Une deuxième enquête auprès des Suisses de l'étranger cette fois, menée avec le concours du département fédéral des affaires étrangères et de l'OFS.
et une enquête qualitative menée en Suisse et en Espagne. On a réalisé 57 entretiens à cette date. Maintenant, pour cette présentation, les résultats que je vous présente aujourd'hui se basent surtout et principalement sur cette première enquête qui a été adressée à un échantillon représentatif de la population âgée de 55 ans et plus résidente en Suisse. Nous avons élaboré un questionnaire qui a été traduit en plusieurs langues, qui a été envoyé à 14 860 personnes avec un taux de réponse d'environ 25% pour cette enquête-là. Je m'arrête ici sur 3 aspects, sur les mobilités internationales ordinaires, sur les intentions de mobilité à la retraite et les styles de vie transnationaux. Ce qu'on a observé, c'est en ce qui concerne la mobilité internationale des résidents 55 ans et plus en Suisse, il s'agit d'une population pour laquelle la mobilité internationale est une pratique courante. En effet, seuls 2% des répondants à l'enquête n'ont jamais été à l'étranger, tandis que 83% ont voyagé au moins une fois pendant la dernière année à l'étranger. Il y a des petites différences significatives, mais l'écart n'est pas très important. On a 88% des populations issues de la migration qui sont mobiles, qui ont été mobiles pendant la dernière année, contre 78% pour ceux qui n'ont pas d'origine migratoire. Les raisons pour partir à l'étranger sont diverses. Je ne vais pas non plus m'attarder beaucoup sur les chiffres précis pour faute de temps, mais globalement, ce qu'on voit, c'est que les loisirs constituent une principale raison pour voyager à l'étranger, avec le fait de passer des vacances ou assister à des événements culturels. Il n'y a pas de différence très importante entre les personnes d'origine migratoire ou sans origine migratoire. Les pratiques de consommation transnationale représentent une autre raison importante, et on voit le fait d'acheter à l'étranger des produits moins chers qu'en Suisse, acheter des produits qu'on ne trouve pas en Suisse, aller au restaurant, sont des pratiques qui sont un peu plus importantes pour les populations issues de la migration et qui vont aussi plus fréquemment dans l'année pour ces raisons. Sans surprise, les répondants avec une origine migratoire vont se rendre à l'étranger pour des raisons liées à leur famille et à leurs réseaux transnationaux d'amis, ce qui corrobore en fait la littérature qu'on connaît sur les familles transnationales. C'est une des raisons principales du transnationalisme migrant. En même temps, on peut observer aussi qu'il y a une minorité de 20%, 25% des personnes sans origine migratoire qui ont la famille à l'étranger, qui se rendent à l'étranger pour visiter des amis ou pour visiter de la famille. En ce qui concerne les intentions de mobilité, cette fois, nous avons demandé si vous pouviez choisir dans quel pays aimeriez-vous passer vos années de retraite. Et là, c'est intéressant parce qu'on constate que 35% de répondants dans l'ensemble aimeraient vivre dans un autre pays que la Suisse. Et 26% opteraient pour une stratégie double, c'est-à-dire vivre en Suisse et dans un autre pays avec des va-et-vient, donc un mode de vie transnational. Si on regarde ça plus en détail, on a 23% de personnes sans origine migratoire qui indiquent la Suisse et un autre pays, et 27% qui indiquent seulement un autre pays que la Suisse comme leur choix préféré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'environ une personne sur deux sans origine migratoire a pensé soit quitter la Suisse pour la retraite, soit un style de vie transnational à travers deux ou plusieurs pays. En comparaison, ces proportions sont encore un peu légèrement plus élevées chez les personnes issues de la migration, mais c'est intéressant de voir aussi qu'on a 28% des personnes avec origine migratoire qui souhaitent rester en Suisse pour leur retraite.
Maintenant, les intentions de partir, mais aussi de rester, ne se réalisent pas pour différentes raisons. Et c'est là où les résultats qualitatifs sont intéressants parce que ça nous permet de voir aussi quelles sont ces raisons. Par exemple, on a constaté que les projets de retour de migrants sont repoussés ou abandonnés pour des raisons liées à des événements familiaux, par exemple, ou à l'état de santé, en veuvage. En même temps, pour certains, à la fois, enfin, les projets de vieillir en Suisse, autant pour des migrants que pour des non-migrants, peuvent être remis en question pour des raisons économiques, comme le montre cet extrait d'entretien. Si j'avais pu rester en Suisse, je serais restée, mais je me suis dit, mon Dieu, maintenant, je me sens encore en pleine forme, je ne veux pas rester ici et ne rien pouvoir faire parce que je n'ai pas assez d'argent. Je ne peux même pas aller boire un café qui coûte 4 francs, c'est horrible alors. Donc là, on voit clairement que la contrainte économique est là pour ces personnes qui ne se permettent pas de rester, passer leur retraite en Suisse. Enfin, nous nous sommes intéressés aux personnes de 55 ans et plus qui, tout en gardant leur domicile en Suisse, vivent au moins 3 mois par année dans un autre pays. Et ils représentent environ 12% des répondants, un tiers sans origine migratoire et 2 tiers avec origine migratoire. La volonté de passer du temps dans le pays d'origine, de passer du temps avec la famille, les amis, et aussi le fait d'échapper au coût de vie trop cher en Suisse, sont mentionnés comme des raisons fortement importantes pour les personnes issues de la migration, ce qui corrobore peut-être certains propos de Ilka Steiner avant. En même temps, ce n'est pas étonnant, la famille est le moteur du transnationalisme migrant et les études sur la grand-parentalité transnationale, par exemple, montrent tout à fait l'importance de pouvoir exercer ce rôle, y compris par des va-et-vient à l'étranger. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'est aussi le cas pour des Suisses, donc sans origine migratoire, comme le montre à nouveau cet extrait d'entretien fait avec un couple de grands-parents suisses qui se rendent 5 à 7 fois par année à l'étranger pour s'occuper de leurs petits-enfants. Inversement, ce qu'on observe, c'est que les participants sans origine migratoire soulignent l'importance du climat du pays où ils passent 3 mois par an, leur permettant de mieux profiter de loisirs, comme des raisons importantes pour se rendre à l'étranger. Ça corrobore à nouveau ce qu'on connaît sur ce qu'on appelle les snowbirds, donc les retraités des pays du Nord qui vont dans les pays du Sud pour des meilleures conditions de vie. En même temps, c'est aussi le cas de 28% des personnes sans origine migratoire. Donc, ça veut dire aussi que les migrants vont adopter des logiques similaires pour ces mêmes mobilités. Et ces convergences sont encore plus renforcées quand on regarde d'autres raisons, comme par exemple de tenir une propriété à l'étranger ou des valeurs culturelles proches. Et en ce qui concerne justement le fait de tenir une propriété à l'étranger, on voit très bien que c'est une incitation à la mobilité pour les migrants qui ont toujours chéri le rêve de retourner dans leur pays d'origine, qui construisent des maisons dans leur pays d'origine. Ici, c'est le cas d'un couple des immigrés portugais où l'homme est fortement mobile, notamment pour s'occuper de la maison. Mais ce qu'on observe, et ça c'est aussi important,
c'est que le fait de ne pas pouvoir garder un logement en Suisse, quand on est dans ce style de vie transnationale, représente aussi un frein, soit au départ, donc on ne va pas quitter parce qu'on sait qu'on ne pourra pas revenir et être proche de la famille qui reste en Suisse, soit et à l'origine d'un départ sans retour également. Et je vais conclure là. Ce qu'on observe, c'est que le vieillissement transnational représente un phénomène multifactoriel. Et d'ailleurs, dans les différents facteurs que je vous ai montrés, il n'y a pas eu... donc, on a une moyenne de 4 facteurs qui sont chaque fois choisis simultanément. Donc, ce n'est pas une raison unique. Ça concerne des populations migrantes, mais aussi non migrantes, mobiles, mais aussi non mobiles. Et bien sûr, il faudrait peut-être aller un peu plus en profondeur pour comprendre aussi comment ces modèles de mobilité changent dans le temps. Quelles sont les dynamiques temporelles, quelle alternance peut-on observer entre mobilité et immobilité, quels sont les facteurs de parcours de vie, par exemple, d'événements familiaux qui vont déterminer des changements. Et aussi, je pense qu'une recherche à part entière serait de voir aussi quelles sont les trajectoires de ces personnes qui partent, parce qu'on a vu que c'est difficile d'envisager un retour. Merci beaucoup. Merci. Ici aussi, si vous avez des questions de compréhension, ce serait le moment pour les poser. C'est ce que Michael a raconté. Est-ce qu'on peut imaginer un biais considérable de sélection du panel qui a répondu 3700 sur 14 000? Est-ce que c'est uniquement des gens qui sont très conservés, du coup ça... Alors, je pense que dans l'échantillon, bon, je vois que mon collègue s'est levé, je pense qu'il veut répondre, c'est lui le spécialiste quanti, mais déjà dans l'échantillonnage, on a fait attention à surdimensionner les échantillons des migrants, par exemple, en sachant qu'il y a de forts taux de non-réponse de la part de ces populations. Au départ. Après, je te laisse peut-être donner d'autres réponses plus Oui, non, alors ce qu'on a fait... Peut-être ici, pour qu'on vous entende aussi à la maison. Finalement, des procédures assez standards pour s'assurer de la représentativité de l'échantillon. Donc déjà, c'est l'Office fédéral de la statistique qui a fait un tirage aléatoire. On a fait en sorte, on avait des quotas de personnes issues de la migration, donc elles étaient surreprésentées dans l'échantillon. Et puis après, il y a ma collègue Laura Ravadini, là derrière, qui a fait encore un travail complémentaire de pondération. Donc, si on voyait que certains groupes étaient sous-représentés, on leur attribue, alors c'est très compliqué, je pense qu'elle seule serait capable de vous expliquer, si vous le souhaitez, la pause café, qui permettent encore de redresser l'échantillon si on découvre qu'il y a des biais qui ont été introduits dans l'échantillon, pas par nous, mais par, comme vous dites, probablement que certaines populations étant plus intéressées, une probabilité de participer qui est supérieure, mais statistiquement, on peut redresser ce genre de phénomène. Simplement en regardant plutôt des phénomènes sociodémographiques, le niveau de formation, l'origine migratoire, l'âge, etc., le genre. On peut ensuite redonner aux différents groupes de la population leur poids démographique réel avec des méthodes de pondération. D'accord. Merci beaucoup. Et je crois qu'on continue. Merci beaucoup à vous deux. On va approfondir un petit peu avec les comparaisons avec Oana Chobanu. Bienvenue. Elle est sociologue depuis septembre, quelques mois, professeure à la Haute École de Travail Social et de Santé de Lausanne. Et vous coordonnez aussi le projet Transage, Transnational Aging Among Older Migrants and Natives. Et vous travaillez avec Sarah Ludwig-Dehn, qui est ici aussi, qui fait son doctorat, qui a fait son doctorat en Pennsylvanie et est experte en méthode quantitative aussi. Et Yuna Downs, qui est ici aussi, et qui fait son
doctorat au sein du projet. Et vous parlez de comparaison entre migrants internationaux, internes et autochtones en Suisse et en Italie. Merci. Merci beaucoup. Je vais me permettre, vu qu'on a seulement 10 minutes, de passer directement au deuxième slide qui présente la méthodologie de notre projet de recherche. Jusqu'au présent, on a fait une enquête quantitative parmi les personnes âgées de 65 ans et plus, et on a 4 groupes dans notre étude. Donc, on a des autochtones suisses qui sont nés en Suisse, des parents nés en Suisse, donc qui n'ont pas eu une expérience de migration, ou possiblement ils sont revenus en Suisse, ça on ne peut pas contrôler à travers les données. Des autochtones en Italie, pareil, qui n'ont pas une expérience de migration, et après 2 autres groupes qui ont eu des expériences, un parcours de vie différent, avec une migration interne de l'Italie du Sud en Italie du Nord, et un autre groupe qui a vécu une migration internationale de l'Italie du Sud en Suisse. Donc, on veut comparer 3 groupes qui ont été socialisés dans le même environnement dans le jeune âge et qui ont eu après 3 parcours de vie différents, pas de migration interne et migration internationale, et 2 groupes qui sont un peu socialisés, si on peut dire, dans l'âge adulte et la vieillesse dans le même environnement en Suisse. On a environ 3200 répondantes et approximativement 800 personnes pour chaque groupe. Et aujourd'hui, en effet, je voulais vous présenter quelques comparaisons. Notre enquête a été fortement impactée par le Covid et je vais quand même essayer de faire des liaisons avec le transnationalisme qui est le focus de cette table ronde. Et donc, je vais parler des comparaisons en ce qui concerne l'inquiétude avec la pandémie de la COVID-19, les contacts sociaux pendant la pandémie et plus particulièrement les réseaux sociaux de ces différents groupes. Et finalement, mais ça, vous voyez, c'est faire une comparaison entre transnationalisme et translocalisme, possiblement plus tard dans la discussion. Donc, la première comparaison, on s'est penché sur les niveaux d'inquiétude face à la pandémie. Et comme vous pouvez voir sur la gauche, donc la moyenne en ce qui concerne l'inquiétude face à la pandémie est très similaire entre les 3 groupes des personnes d'origine de l'Italie et beaucoup plus basse pour les Suisses autochtones. Donc, pour les migrants et migrantes internationaux d'origine italienne en Suisse, 60% sont très inquiètes de la pandémie, tant que parmi les Suisses, c'est seulement la moitié, 31%, qui sont inquiètes de la pandémie. Donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut expliquer que 2 groupes qui vivent dans le même environnement en Suisse ont des expériences subjectives tellement différentes face à la pandémie. Et donc, pour commencer, on a regardé les effets de composition. Et il y a des différences en ce qui concerne la composition de ces groupes. Ils ont des niveaux d'éducation différents, ils ont des disponibilités socio-économiques, donc la possibilité de joindre les bouts à la fin du mois sont très différentes entre les Suisses et les Italiens. Aussi, il y a des différences en ce qui concerne le nombre d'enfants et aussi la religiosité. Mais quand on a regardé l'impact de ces effets de composition sur l'inquiétude, on n'arrive pas à expliquer les différences entre ces 2 groupes. Après, on s'est dit la situation de la COVID-19 pour les résidents en Suisse dans la région de résidence, pour les personnes d'origine italienne dans la région de naissance, il pourrait jouer un rôle. On a regardé le nombre de cas cumulés jusqu'à ce moment-là, on a regardé le nombre de décès, mais de nouveau, on n'arrive pas à expliquer avec ces variables les différences en ce qui concerne l'inquiétude face au Covid. Et ça m'amène à la thématique de cette table ronde. C'est ce qu'on a observé, c'est en effet que le lien, l'attachement à l'Italie, les liens transnationaux sont celles qui peuvent expliquer dans une certaine mesure le niveau plus élevé d'inquiétude des personnes d'origine italienne en Suisse. Et je peux rentrer plus en détail plus tard s'il y a des questions. Après, la deuxième analyse qui se penche sur les contacts sociaux pendant la pandémie, en effet, ça se base sur les travaux de Mihaela Nedelcu qui parle dans ses travaux de faire famille à distance. Et donc, dans le contexte de la pandémie, je me suis dit, on est devenus un peu tous des migrants. Avoir la famille à 30 km ou à 1000 km, de toute manière, on va maintenir le lien,
On va faire des Zoom, WhatsApp calls, etc. Donc, en utilisant les nouvelles technologies. Donc, on s'est dit, les migrants sont en effet une population qui peut bénéficier déjà de ce savoir d'utiliser les nouvelles technologies. Et donc, ils sont des innovateurs, disons-nous, des personnes qui ont été dans une meilleure situation. Mais on a posé dans notre enquête, vu qu'elle a été retardée par le Covid, on a eu la possibilité d'insérer 2 questions et on a posé la question, est-ce que pendant le confinement, vos contacts, vous avez maintenu le même niveau de contact avec la famille et les amis, le contact a augmenté ou a diminué. Et en effet, vous pouvez observer que seulement 7% parmi les migrantes âgées ont maintenu la même fréquence de contact avec la famille et c'est le double pour les autochtones suisses. Et c'est en effet beaucoup plus de personnes, donc 87% des migrants et migrantes âgées qui ont moins de contact ont eu moins de contact avec la famille et les amis pendant le confinement. Et même si c'est élevé aussi pour les autochtones suisses, c'est moins que pour les migrantes âgées. Donc, pour les autochtones suisses, c'est de 77%. Et après, on a regardé plus particulièrement l'utilisation de l'Internet. Et ce qu'on voit, c'est en effet que presque 22% des autochtones suisses n'utilisent jamais l'Internet. Mais c'est plus que le double, c'est presque 50% des migrants et migrantes d'origine de l'Italie qui n'utilisent jamais l'Internet. Donc, on voit que, en général, les migrants sont dans une situation de plus grande vulnérabilité et aussi, ça peut être même augmenté dans le contexte d'un confinement, comme ça a été le cas pendant cette période. Et après, en regardant parmi les personnes qui utilisent quand même l'Internet, on voit que 10,7% des migrants et migrantes ne l'utilisent jamais pour communiquer avec leurs amis et la famille, tant que c'est seulement 3,4% des autochtones suisses qui ne le font pas. Donc, on observe que, comme mentionné, les migrants sont dans une situation de plus grande vulnérabilité. En ce qui concerne maintenir les liens avec la famille. Et finalement, on a posé plusieurs questions sur les réseaux sociaux. Et en effet, c'est une question qu'on a adaptée des travaux de Eric Widmer. La question part de reconfiguration familiale. Dans notre cas, nous, on a demandé qui sont les 100 personnes significatives pour les répondants pendant la dernière année. Et ce que vous pouvez voir, c'est en effet que 10,4% parmi les personnes migrantes mentionnent aucune personne significative, tant que ce chiffre est de 6,2 pour les autochtones, et la moyenne pour les migrants est plus basse que la moyenne pour les autochtones en Suisse. Après, un résultat qui a été fortement surprenant, et on va pouvoir dire plus sur ces résultats quand on va faire le travail qualitatif, les entretiens qualitatifs, et on va pouvoir tester un peu pourquoi on a pourquoi en Italie, la taille des réseaux est tellement petite. Donc, vous voyez, 1 et quelques, et il y a autour de 40% des répondants qui ont mentionné avoir aucune personne significative pendant la dernière année. Donc ça, on doit creuser un peu plus dans nos analyses. J'ai encore 2 minutes. Oui, 2 minutes. Donc, un dernier aspect qu'on a voulu étudier dans le projet, ça a été le fait qu'on étudie le transnationalisme. Et on dit que les migrants sont transnationaux. Mais c'est où ces liens? C'est dans la région d'origine, c'est ailleurs dans le pays d'origine. C'est dans d'autres pays, comme mentionne Mihaela. Et aussi, on a les migrants internes, mais qu'on étudie presque jamais avec une perspective translocale. Mais est-ce que ces migrants internes, donc un migrant de Sicile à Milan et un migrant de Sicile à Genève, est-ce qu'ils vont aussi avoir des liens avec la région d'origine? Et ça, je vous présente seulement pour vous tenter, pour vous faire me poser des questions après. Donc, ici, vous pouvez voir les migrants internationaux et on a les liens en haut en général, donc le transnationalisme avec Italie en général, Italie sauf la région de naissance et Italie la région de naissance.
Donc, ce qu'on observe, c'est que les migrants internationaux, ils ont des liens pas seulement avec la région de naissance, même si la région de naissance est très importante, mais ils ont des liens aussi dans d'autres régions de l'Italie. En ce qui concerne passer des séjours, faire des séjours ailleurs en Italie et dans la région de naissance, envisager un retour, transférer de l'argent aussi ailleurs en Italie et dans la région de naissance, participer dans des associations et clubs, vouloir être enterré, bien sûr, ici, la majorité envisage la majorité, ceux qui aimeraient être enterrés choisissent la région de naissance, célébrer des fêtes et respectivement avoir un logement ailleurs en Italie ou dans la région d'origine. Donc, une grande partie du transnationalisme, ce qu'on appelle dans la littérature transnationalisme, c'est en effet des liens avec la région de naissance, mais quand même, ça serait important de croiser plus et voir plus en détail. Je ne vais pas parler du translocalisme. Ici, je compare les migrants internationaux et les migrants internes. Mais on voit que aussi les migrants internes ont des liens avec la région d'origine. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Johanna. Aussi, si vous avez des questions de compréhension. Oui. Merci, Johanna. Moi, j'ai juste une question par rapport à la catégorie autochtone. Comment vous avez construit cette catégorie? Est-ce qu'il s'agit de la nationalité ou comment? Donc, lieu de naissance? Lieu de naissance. Et on demandait le lieu de naissance de la personne, et ça, c'est comme ça qu'on a obtenu les données de OFS. Mais après, on demandait aussi si les parents sont aussi nés en Suisse. Donc, et si les parents... Vous avez exclu les migrants de deuxième génération, par exemple? Oui, oui. Parce que, oui, on anticipe. Merci beaucoup, Johanna. Merci. On a une invitée maintenant qui a très bien entendu ce que vous avez dit et qui va nous dire un petit peu quelle est sa réaction. Ariane Rustichelli, si vous voulez venir ici, vous êtes la directrice de l'Organisation des Suisses de l'étranger. Vous êtes licenciée aussi en histoire de l'art, histoire du journalisme de l'Université de Neuchâtel. Vous êtes à la maîtrise ici, on peut dire. J'ai eu des cours d'archéologie avec Michel. C'est ça. Oui, mais aujourd'hui, vous êtes là un peu pour dire ce que vous avez reconnu de ce qu'on a entendu maintenant du travail que vous faites avec les Suisses de l'étranger. Peut-être que vous nous racontez un petit peu, après on entre dans la discussion. Il y a eu beaucoup de choses, c'était assez vaste, c'était très intéressant évidemment. Ceux qui ne connaissent pas notre organisation, je vais peut-être dire juste deux mots, hein, c'est une fondation de droit privé qui a été fondée en 1916. C'est une fille de la nouvelle société helvétique et on crée cette fondation en 1916 parce qu'on est en pleine Première Guerre mondiale et on veut venir en aide aux enfants qui sont dans des pays en guerre. Et on les fait venir en Suisse pour leur offrir des camps, un peu de repos, un peu de répit pendant la guerre. Et chaque fois que je raconte ça, je trouve ça très émotionnel. Mais bref, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi plein de Suisses de l'étranger, puisque notre pays jusqu'au XXe siècle était évidemment un pays d'émigration. Des Suisses à l'époque plutôt de deuxième, troisième génération parce qu'on partait pour toujours. Et au XXe siècle, on se rend compte que la Suisse commence à devenir un pays beaucoup plus riche. On part toujours, mais pour d'autres raisons. Et vu notre système politique, évidemment, il est important de maintenir ce lien, puisqu'en Suisse, on a le droit du sang et que vous pouvez être suisse, en tout cas sur le papier, de 25e génération, j'exagère, mais à peu de choses près, c'est ça, et que, en tout cas, selon la loi, vous pouvez exercer vos droits politiques quand vous êtes suisse de l'étranger, même de plusieurs générations en arrière. Donc voilà, donc cette fondation se crée, on développe les liens avec les Suisses de l'étranger. Aujourd'hui,
il y a 10% de la population nationale qui vit à l'étranger, c'est énorme. La majorité, presque 500 000, sont dans un pays de l'Union européenne, donc très proche. Ça rejoint les statistiques qu'on a vues aussi pour les pays, pour l'ABS. Le premier pays d'immigration, c'est la France, avec 200 000 personnes. Après, c'est l'Allemagne, avec 90 000, l'Italie. Après, on passe outre-mer avec les États-Unis. Donc, voilà. Et nous, ce qu'on fait, on défend leurs intérêts, donc on a un lobby, mais on maintient le lien. Ça, c'était aussi, j'ai noté le lien, la dernière présentation, ce lien entre eux et ce lien avec la Suisse, puisqu'il y a un article 40 de la Constitution fédérale qui dit que la Suisse doit maintenir un lien avec sa diaspora. Et en gros, on fait ce travail. Donc voilà, c'est ce qu'on est et ce qu'on fait. Maintenant, dans les chiffres pour les réactions, donc j'ai dit 780 000 Suisses de l'étranger, 22% ont 65 ans ou plus, donc c'est quand même plutôt des gens actifs encore aujourd'hui, même si on sait que la population, comme la population mondiale des Suisses de l'étranger, vieillit. C'est pour ça d'ailleurs que les DFAE, et je pense que c'est pour ça qu'ils étaient aussi intéressés à votre étude, est en train de développer tout un concept pour les Suisses à l'étranger âgés, parce qu'évidemment, ça devient une vraie problématique. 63% de ces Suisses de plus de 65 ans sont dans l'Union européenne. Vous avez 4,6% en Asie, 25% en Amérique, 4% en Océanie et 3,4% en Afrique. 61% de femmes, beaucoup plus de femmes qui vont à l'étranger que d'hommes. Je ne sais pas, je sais que l'ancien directeur de notre organisation, que vous avez connu, professeur D'Amato, lui disait toujours les femmes sont plus passionnées, elles partent à l'étranger par amour. C'est une vision très romantique des choses. J'aime à penser que les femmes sont plus courageuses et qu'elles partent à l'étranger plus que les hommes. Voilà, pour l'interprétation. Et ensuite, et ça c'est une chose qui n'a pas été dit et je pense qu'il faut relever aussi dans toutes les études qui ont été faites, 67% des Suisses de l'étranger sont doubles nationaux. Donc, la raison pour laquelle on a plus de Suisses à l'étranger chaque année, ça n'est pas que parce qu'il y a plus de gens qui vont à l'étranger, mais il y a aussi beaucoup de naissances à l'étranger de jeunes Suisses qui sont doubles nationaux au moment où ils naissent. Et ça change la typologie du Suisse de l'étranger. On l'a vu sur l'ABS. En réalité, il n'y a pas que des Suisses de 65 ans qui, à un moment donné, se disent « Hop, j'ai des problèmes financiers, je pars à la retraite à l'étranger ». En réalité, vous avez beaucoup de Suisses qui sont doubles nationaux dès la naissance et qui vivent dans un pays de l'Union européenne. Vous avez beaucoup de Suisses, effectivement, on l'a vu, vous parliez du pic d'expatriation, 20-35 ans. Donc voilà, on est jeune, on veut une expérience internationale, ce que disent toutes nos entreprises. Le problème, évidemment, à ce moment-là, on ne pense pas à ce que signifie cette expatriation. Et le problème, c'est que vous êtes jeune, vous partez 3 ans pour des études à l'étranger en Europe. Après, vous dites, hop, je vais faire une petite expérience aux États-Unis, je vais aller en Asie. Et là, vous ne pourrez plus être affilié au système de l'ABS. Et ça, c'est un vrai problème. C'est qu'à un moment donné, vous allez être pris par le système. Vous allez peut-être arriver à 35-40 ans. Vous aurez peut-être certainement une famille. Et à un moment donné, vous voudrez peut-être revenir en Suisse, mais vous ne pourrez plus revenir en Suisse parce que vous vous rendrez compte que la Suisse, vous pourriez encore, avec un bon travail, évidemment, vous payer le fait d'habiter en Suisse, mais vous vous rendrez compte, vers 40 ans, vous commencez à penser à votre retraite et commencez à vous dire, en fait, la Suisse, ça ne va plus aller, parce qu'effectivement, une fois à la retraite, soit je repars à l'étranger, c'est une possibilité, mais si je décide de rester toujours en Suisse, ça va être difficile. Donc ça, c'était ma remarque sur la première intervention. Donc c'est vraiment la question de la typologie qu'il faut prendre en compte. Maintenant, je pense que oui, les Suisses qui ont plus de 65 ans, qui ont travaillé toute leur vie en Suisse et qui partent, il y a la question, la Suisse est trop chère, donc il y a une certaine hypocrisie, parce qu'on sait que c'est le cas pour beaucoup de gens, et dans notre système politique, on le sait, et finalement, on laisse faire, mais au niveau politique, ils n'ont pas droit, vous l'avez dit justement, au système de compensation. Il y a une certaine, nous on fait du lobby, donc on le voit, c'est-à-dire que le Parlement qui est quand même assez à majorité, je dirais, de droite, donc avec des intérêts peut-être financiers plus développés, va toujours penser tous ces étrangers qui sont venus en Suisse, qui finalement ont profité de notre système, et après ils repartent à l'étranger avec tout cet argent, ils vont bien vivre. Et par extrapolation, on a cette même vision du Suisse de l'étranger qui finalement
quitte la Suisse, c'est presque un traître à la patrie, il ne va plus payer d'impôts, même si dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, il lui arrive même des fois de payer 2 fois des impôts. Et en fait, on ne veut pas voir qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix, qui devront partir. Et après aussi, dans l'imagerie populaire, politique, on se dit souvent que c'est des gens qui ne sont pas conséquents. On le voit avec ces émissions dont vous avez parlé, Bye Bye la Suisse. Je suis assez sceptique sur ces émissions, mais ça montre toujours des gens un petit peu rêveurs qui partent sans rien planifier. Et qui tout à coup se rendent compte qu'ils n'ont plus d'argent une fois à l'étranger, donc ils doivent revenir en Suisse, se retrouvent à l'assurance sociale. Et la réalité est plus compliquée que ça aussi, parce que vous avez des gens qui sont très bien préparés, qui ont appris à langue, par exemple l'Espagne, qui ont appris l'espagnol, qui sont allés plein d'années auparavant, mais qui effectivement, une fois sur place, se rendent compte, surtout avec l'âge, quand on part à 65 ans, on est en bonne santé en général, ce n'est pas trop problématique, mais 15 ans plus tard, vous avez un autre système, évidemment, de sécurité sociale, mais aussi pour les hôpitaux en Espagne. À ce moment-là, vous voulez peut-être être entouré de votre famille, de vos amis, et qui, à ce moment-là, vont peut-être revenir en Suisse. Je ne vais pas réagir à toutes les interventions, parce qu'elles étaient toutes très bien, mais certaines. Il y a la question du lien que j'ai trouvée intéressante sur votre dernière intervention. Et je me demande, c'est plutôt lié à la pratique, parce que ça fait bientôt 14 ans que je travaille pour l'Organisation des Suisses de l'étranger. J'ai l'impression que les Suisses de l'étranger, eux, sont plutôt très centrés sur leur canton. Ils se définissent comme appartenant plutôt à un canton, et en Suisse, ils se définissent comme étant suisses. Et à mon avis, il y a 2 raisons à ça. La première raison est évidemment le dialecte. Pour la Suisse alémanique, où vous reconnaissez par rapport au dialecte, où les gens, ils n'ont pas envie de parler le suisse allemand, ils ont envie de parler le bernois, ils ont envie de parler le zurichois. Donc effectivement, il y a un phénomène comme ça où on se retrouve en personne d'un même canton. Et l'autre chose, il y a évidemment les votations fédérales, mais dans certains cas aussi la possibilité de participer aux votations cantonales. Donc ce lien en Suisse passe beaucoup au niveau cantonal, même si pour les objets de votation fédérale, on voit un attachement très fort à la Suisse. Par exemple, le service public a été très défendu quand il y a eu des votations là-dessus. Et pour terminer là-dessus, peut-être sur les votations, on voit que le Suisse de l'étranger est plus ouvert sur les questions de votation, sur les thèmes migratoires et de politique étrangère, parce qu'eux-mêmes font l'expérience d'être étrangers, parce qu'ils ont une vision peut-être un peu plus ouverte de la Suisse, mais quand on touche à l'ADN de la Suisse, le paysage, le service public, la confiance dans le Conseil fédéral, là, c'est vraiment des recours, des records de confiance. Question avant d'aller dans la pause. Cette notion que Michela Nedelcu a apportée, la notion de démigrantisation de l'idée de la transnationalité. Avec le travail des Suisses de l'étranger, on pourrait dire que ce n'est pas une question seulement des migrants en Suisse, mais aussi des Suisses migrants à l'étranger. C'est valable dans les 2 cas. Je me suis aussi demandé comment ont réagi les Suisses de l'étranger pendant la pandémie. Alors nous, on n'a pas de statistiques, mais ce serait intéressant de voir comment ils ont réagi. Je pense que l'inquiétude est forcément plus forte pour son pays d'origine en cas de pandémie, parce qu'on est loin, puis que justement, on ne pouvait plus retourner. C'est un thème, il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés, c'est valable pour les Suisses d'étrangers et pour les migrants, hein, c'est complètement identique. Ce que j'aimerais quand même dire sur la pandémie, il y a quand même un mot, ça a levé quand même beaucoup de choses par rapport à cette notion je suis cis mais je vis à l'étranger sur mes droits. On a vu que le principe de la vaccination était lié au lieu d'habitation. Donc, ce n'était pas lié au fait d'être national, d'avoir une nationalité quelconque. Donc, jusqu'à les choses sont assez simples. Le problème, on a vu ça en Thaïlande, notamment, l'État thaï a dit aux gens on vaccine les Thaïs et tous les étrangers, vous retournez chez vous pour vous faire vacciner. Le problème, c'est qu'en Suisse, on leur disait le contraire.
Et là, on voit la difficulté de vivre à l'étranger une fois à la retraite parce que la Suisse disait vous devez être assuré à l'assurance maladie de base, mais souvent ils ne le sont plus, ils ne peuvent plus l'être. Donc c'était vraiment la quadrature du cercle. Et après c'était cantonal parce qu'il n'y avait pas de coordination, enfin, etc. C'était un petit peu la pagaille pour être honnête. Mais maintenant, c'est en train de s'améliorer. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est un autre droit qui n'est pas exactement pour tout le monde de la même façon. C'est lié à certains, à la nationalité, par exemple, dans ce cas-là. On a vu ça un peu aussi pour la retraite, pour la sécurité sociale. Et je crois qu'on va parler après, dans la discussion finale, après le deuxième panel, de toutes ces questions-là. Mais peut-être il y a quelqu'un qui a une question aussi pour Madame Rusticanelli ici. C'était vous? Non? Ah, je croyais. Tout est clair. Mais écoutez, si jamais vous pouvez nous contacter, vous nous appelez. Par contre, il y a une chose quand même qui m'a fait sourire et je me suis dit, c'est peut-être la solution. Quand vous disiez, c'était la deuxième intervention, vivre entre la Suisse et l'étranger. Alors, idéalement, il faudrait être propriétaire et j'ai mis un grand point d'interrogation. J'ai mis est-ce qu'il y a des offres à développer pour des maisons où les gens pourraient partager des lieux d'habitation quelques mois par année pour des gens qui iraient à l'étranger, reviendraient en Suisse, un principe de copropriété, mais pour des gens qui iraient habiter à l'étranger. Donc voilà, je me suis posé la question un peu sous forme de boutade, mais pas tant que ça, parce que je pense que c'est un mouvement qui va s'accentuer dans les années à venir. Oui, peut-être c'est un projet à y penser. Alors, pas pour nous, mais si quelqu'un se sent l'âme d'un entrepreneur, je ne sais pas. Il y a des questions pour Marianne Rusticali? Moi, j'aurais une question. Par rapport aux jeunes qui se trouvent à l'étranger, qui sont de double nationalité, en réfléchissant sur ce qu'a dit Ilka Steiner, donc pour eux, c'est nécessaire de venir en Suisse pour se garantir au moins une AVS minimale, n'est-ce pas? Vous devez avoir cotisé, effectivement. Alors, c'est le problème de la cotisation AVS. Si vous voulez, on doit avoir cotisé 5 ans à l'AVS pour pouvoir bénéficier de l'AVS facultative, puisque quand vous êtes dans l'Europe, c'est évidemment dans le pays de l'UE, c'est la libre circulation, c'est les accords sur la libre circulation qui résolvent la question. Et ça, c'est un débat politique qu'on a depuis longtemps. On essaye désespérément de faire pression pour en tout cas baisser la période de cotisation de 5 à 3, puisqu'en fait 3 ans, c'est un peu le délai normal que les jeunes passent en Suisse avant de partir à l'étranger. Parce qu'actuellement, vous soulevez une question intéressante, c'est que si vous êtes un jeune, vous avez cotisé, mettons 3 ans à l'AVS, vous partez dans l'UE, et après, ça c'est résolu, mais après vous allez dans un pays, vous allez outre-mer, vous devriez logiquement revenir en Suisse 5 ans pour cotiser, pour pouvoir repartir, ce qui évidemment va à l'encontre de toute bonne logique sur le développement de la migration internationale. Et c'est là qu'on voit en fait que notre système d'assurance sociale n'est pas du tout adapté à la migration actuelle, qu'elle soit suisse ou autre d'ailleurs. Oui, je crois que ça, c'est le problème central.